je vais aller voir Michael, mon ami écrivain, et je vais l'interviewer sur son travail d'écrivain. C'est la première fois que je viens ici. Donc toi, ça fait combien de temps que t'écris en fait? Je pense que j'ai toujours écrit, surtout depuis l'adolescence à vrai dire, depuis que j'ai 12 ans, où à l'époque j'aimais pas parfois, je n'aimais pas forcément les fins de films, où je trouvais que certains personnages n'étaient pas creusés, donc je préférais en fait écrire mes propres fins quand j'étais pas content, on va dire, quand je n'étais pas satisfait des fins qu'on voyait dans les séries télévisées, par exemple, dans les épisodes, etc. etc. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, où j'ai commencé à prendre la plume et à orienter vers la fiction, vers ce que je désirais. Attends, tu veux dire que tu regardais un film par exemple, tu regardais un film ou une série, t'étais pas satisfait de la fin et Voilà, il y a tu tout, en t'amusais fait, toi-même après à l'écrire? exactement. Au début, ça a commencé comme ça. On a tous un film où parfois on se dit non, c'est pas possible, ça peut pas finir comme ça. Ou une série où on trouve qu'un personnage n'est peut-être pas assez creusé, on affectionne un personnage, mais on le voit seulement quelques épisodes, donc on trouve que c'est assez dommage. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, je rentre dans ma chambre et je me dis, il faut que j'écrive une fin alternative. Si je suis pas d'accord avec cette fin, il faut que j'écrive une fin alternative pour moi-même, mais il faut que j'écrive une fin alternative. Et c'est à partir du moment-là où j'ai commencé à écrire et de plus en plus intensivement, ensuite à l'adolescence. Et ça a commencé comme ça, et au fur et à mesure, j'ai commencé à écrire des romans quelques années plus tard. Excellent. Donc Alors, ça part d'un petit exercice tout simple de rédaction et pour aller ensuite justement vers des romans. ok, d'accord. Ouais, hyper intéressant. Pourquoi pourquoi t'écris? Pourquoi j'écris Très bonne question. Je pense que ça fait partie, c'est dans mon sang en fait. J'ai toujours eu cet amour pour les livres. Quand j'étais petit, en fait, je me posais déjà beaucoup de questions sur mon environnement, sur l'environnement qui m'entourait, sur moi-même, etc. Et j'aimais en fait trouver la réponse à travers les livres, donc à l'époque le conte, aujourd'hui les romans. C'est quelque chose de rassurant en fait. On se dit qu'il y a des personnes qui ont vécu les mêmes choses avant, plus ou moins en fait en fonction de leur époque, il faut l'adapter forcément. Et on trouve des réponses à nos questions. Donc pour moi c'est quelque chose en fait, un contact avec les anciens et c'est assez réconfortant ce fameux livre. Et je pense que pour l'écriture, c'est peut-être mon envie de transmettre, c'est-à-dire de mes modestes bagages que j'ai, et de transmettre à la génération suivante. Donc peut-être de ce que j'ai vécu, donc je passe par la fiction, forcément, parce que bon, qui s'intéresserait, tu vois, à moi et à ce que j'ai vécu, mais je passe par la fiction pour peut-être faire réfléchir les personnes. Et mon but, c'est pas forcément d'apporter des leçons, des choses comme ça, c'est surtout de sensibiliser par rapport à certains thèmes. Et je pense que si les personnes commencent à réfléchir, s'il y a déjà un travail de réflexion sur certaines choses, on fait grandir l'individu, et c'est ça que je trouve beau. Que je trouve, il y a vraiment ce contact, c'est quelque chose d'humain avant tout, et c'est ça que je trouve beau. Est-ce que ça demande une discipline pour toi d'écrire? Est-ce que tu as une routine quotidienne ou hebdomadaire? Est-ce que tu t'imposes un rythme auquel écrire ou pas du tout? Ou est-ce que tu écris parfois énormément pendant quelques jours, puis après tu arrêtes pendant quelques jours, voire quelques semaines? Ouais. Enfin, c'est quoi ta... C'est assez irrégulier. Ouais. Je sais que beaucoup s'imposent une routine et sont assez rigoureux, etc. Moi, à vrai dire, chaque journée ne se ressemble pas. Donc, c'est assez difficile d'imposer cette fameuse routine. Et paradoxalement, il y a des journées où je vais être très occupé. Ensuite, justement, à travailler comme tout le monde, à corriger les copies, etc. Parce que toi, t'es enseignant, t'es prof d'italien, c'est ça? Professeur d'italien et de français. Voilà. Donc il y a des jours où ça va être, j'ai plus dans la raison. Donc en fait, je vais travailler beaucoup parce que j'ai pas le choix, parce que j'ai des impératifs. Donc du coup, j'ai privilégié ça. Mais à l'inverse, certains jours, au contraire, dès que je me libère de ces impératifs pendant les vacances, etc., c'est là où je vais revenir directement à l'écriture. Et c'est là où effectivement je vais faire des sessions, on va dire, intensives de travail. Je vais adopter un rythme où je vais écrire 1 heure par jour, parfois 3, parfois une soirée entière, pardon, parfois une nuit entière.
Donc en fait, ça dépend et c'est assez irrégulier. Parfois pendant un mois entier. Ensuite, je vais poser, je vais mettre le projet de côté pendant 3 mois. Et en fait, je pense que c'est finalement une bonne chose. Car ça me permet de voir en fait le temps de faire. Ça me permet de faire mûrir le projet et de prendre du recul dessus. Et de me dire, d'apporter quelque chose de plus profond. D'approfondir les personnages, d'approfondir les pensées, etc. C'est pas quelque chose que je fais comme ça, là, va-vite, et puis hop, on envoie à l'éditeur, on pond le bouquin en 3 mois, 4 mois, Ouais. hop, on envoie à la maison d'édition, et voilà. Non, c'est quelque chose que je fais, je commence un projet, je le mets de côté, je reviens dessus, j'ai eu le temps de faire mûrir les personnages, le temps de faire mûrir aussi les situations, etc. Et après, j'arrive, je prends du temps, et ensuite, j'arrive avec un projet un peu plus abouti au moins, et c'est ça en fait, c'est ma manière de faire. De travailler. Et voilà, est-ce que toi, en tant que l'écriture t'aide à sortir de certaines angoisses, de certaines anxiétés, t'as l'impression ou... Oui, clairement, parce que y a, je sais pas comment le décrire. En fait, à travers, pour moi, ça passe par la fiction, en fait. C'est-à-dire que il y a certaines choses que parfois on n'ose pas dire. En fait, désolé, je bafouille. mais en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que j'arrive à parler à plusieurs personnes en même temps. Je me sens très à l'aise devant des amphis en fait de 70, 80 personnes, etc., etc. Tout comme toi justement quand tu étais artiste et comédienne, etc. Mais par contre, parfois, il est assez difficile de parler à une seule personne, en fait, de se dévoiler. Donc, c'est ça le paradoxe. Et je pense que l'écriture me permet, dans un premier temps, de mettre des mots sur ce que je ressens, sur mes pensées, etc. Et surtout, de partager certains messages, en fait. Voilà. Donc, pour moi, ça me rassure par rapport à ça, certaines angoisses que j'ai pu vivre, ou des traits de personnalité. Ensuite, bon, mauvais, hein, bien sûr, mais surtout du mauvais. Enfin, se moquer soi-même de ses propres faiblesses, parfois de prendre du recul par rapport à ça, ou au contraire de les dévoiler. Donc, c'est quelque chose de très. Pour moi, je pense que c'est quelque chose. De passer par l'art, je pense que c'est un voyage initiatique qui est très très beau. Est-ce que t'as des moments de découragement où tu te dis non, c'est trop dur l'écriture, je vais arrêter Tu passes par des phases comme ça ou pas du tout? Tous les jours. Non, je rigole. Mais après, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je veux dire, parfois, on se dit, mais pourquoi je fais ça en fait? Mais c'est vrai, tu te dis, c'est bon. Enfin, Mais ça t'arrive de dire, ouais, ça sert à rien, pourquoi je fais ça? Ouais, dans le sens où ça Alors, sert à rien. oui. En fait, surtout là, je parlais d'un projet que je développe depuis 3 ans. Il y a ce fameux livre où je veux vraiment passer au stade supérieur. Et donc, c'est quelque chose de bien plus conséquent. Et je parle de personnages ambitieux. Et moi, je suis ambitieux aussi par la même occasion. Donc, je veux vraiment que dans mon écriture, on voit qu'il y a une évolution importante. Et comme je vise le stade au-dessus, c'est quelque chose de très lourd et j'ai vraiment envie de finir avec ce projet pour passer au prochain, mais j'ai besoin de le finir. Et parfois, je me dis, mais pourquoi je fais ça en fait? Enfin, je veux dire, pourquoi je le fais? Pourquoi je le continue? Pourquoi je le mets pas de côté? Pourquoi. Mais Donc, tu te mets la pression du coup? T'as l'impression que tu te mets la en pression? fait, il y a une pression et je pense que c'est pourquoi ce livre est sorti avant, parce que celui-ci, je me suis pas mis la pression. Je savais pas en fait quand est-ce il allait finir en fait. Ouais. Je savais pas à quoi il allait ressembler, je me suis pas mis la pression et du coup il est sorti très facilement. Alors que pour ce prochain projet, je me suis mis une pression car je voulais vraiment montrer la meilleure version de mon travail et évoluer et voilà. Et je pense que c'est cette pression en fait qui fait que ça ralentit, qui fait bloquer qui ralentit le processus et voilà. Après je sais que j'arriverai à terme de ce projet, ça c'est sûr. Quand je sais pas, mais du coup t'arrives à t'enlever un peu la pression et à lâcher prise un peu ou... oui, Ouais. j'arrive à lâcher prise, mais c'est pareil, ça prend beaucoup de temps et il y a ces phases de découragement. Ça oui, tout le temps. Mais à l'inverse, c'est parfois de voir, après parce que c'est vrai que c'est assez difficile de se faire de l'argent à part entière dans le monde de l'écriture, donc parfois on se dit mais pourquoi en fait? Pourquoi passer autant de temps sur un projet
qui va t'amener en fait, oui, effectivement de l'argent, mais pas c'est Ouais. pas ça qui va te faire vivre en fait. Mm. Donc c'est ça le problème de tous les artistes justement. Mais après c'est parce que c'est quelque chose d'humain avant tout. Euh, le premier, je me souviens en fait de ce moment où j'ai rencontré justement une mère de famille qui était venue à ma dédicace et elle me dit en fait j'ai réussi à comprendre ma fille grâce à ce livre. Elle dit j'ai ma fille en fait qui est effectivement partie de Bourgogne, qui est venue, qui est allée pardon à Nice aussi, vivre à Nice, etc., etc. Et cetera. Et puis elle se disait moi je le voyais seulement comme un détachement, ma fille qui voulait s'éloigner de moi. Et c'est quand j'ai lu ce livre, ce dynamisme qu'il y avait à Nice, etc., etc., et cetera, et pourquoi que j'ai compris en fait pourquoi les jeunes s'intéressaient autant à cette ville cosmopolite. Mm. Et j'ai vu les choses, on va dire, d'une autre manière. Et elle a dit, à partir de ce moment où j'ai découvert ça grâce au livre, que j'ai compris grâce au livre et au personnage, elle se dit là, j'ai mieux compris ma fille. On a commencé à moins se disputer. On a maintenant une relation plus forte. Ouais, super. Ouais. Donc en fait, on se dit. Quand tu vois en fait la valeur ajoutée que tu peux apporter à quelqu'un, ça te Exactement, te c'est donne quelque envie de chose avant continuer. tout d'humain. Ouais. Pareil, une fois j'étais à Nancy, en fait, c'était un café littéraire dans une école de commerce. Il y avait forcément un jeune homme très timide, en fait, il y avait quoi, 19 ans, 20 ans, moi j'avais guère plus, hein, je dois avoir quoi, 24, quelque chose comme ça. Et qui en fait lui a profité de ce café littéraire pour poser beaucoup de questions par rapport à l'écriture car Ouais. il écrivait d'ailleurs des belles choses mais il n'avait pas confiance en lui et je lui ai permis on va dire de le rebooster et je crois qu'il est sur le point d'être édité maintenant aussi donc Ouais, je crois super. avoir vu passer Ouais. sur les réseaux sociaux le fait qu'il soit édité donc Ouais, génial. on incite les personnes à être une meilleure version d'elles-mêmes et je trouve que c'est juste magique. Donc en fait, C'est ce qui t'aide à continuer. c'est ce qui m'aide à continuer. Et pourquoi t'as pas pris la décision de t'auto-éditer maintenant comme le font beaucoup de jeunes écrivains? Alors ça c'est quelque chose, on va dire, auquel je réfléchis beaucoup, à vrai dire. Alors, bon, personnellement, je suis très bien dans ma maison d'édition, je me sens bien. Je dis pas que je regarde pas les autres maisons d'édition, hein, je suis très intéressé à ce qui se passe en dans le monde de l'édition, ça c'est sûr. Après, pour la diffusion du livre, il est plus facile, en fait, il est très difficile d'entrer dans le monde de l'édition. Mais par contre, ça ouvre beaucoup de portes. Car pour les salons du livre ou pour des dédicaces, etc., les marchands préfèrent justement des livres édités. Mm. Quand on est auto-édité, c'est assez difficile de convaincre justement euh, les grandes enseignes comme Fnac. En fait, si j'étais, je me pose la question aujourd'hui, si j'étais auto-édité, est-ce que j'aurais réussi à faire tout ça? Ouais. Est-ce que j'aurais réussi à pénétrer la Fnac ou Françoisir, etc. etc. Mm. Donc des grandes enseignes nationales comme ça, franchement, je pense pas. Mm. Par contre, ensuite, l'auto-édition est très intéressante car il y a une certaine il y a une liberté totale, il faut dire ce qu'il en est. Et il y a une maîtrise totale, un contrôle intégral sur le projet de A à Z. Et je pense que sur certains projets, parfois, oui, ça peut être intéressant pour l'auto-édition. Il y a des formats, on va dire, auxquels les maisons d'édition ne sont pas forcément intéressées, comme des petites nouvelles de 3-4 pages. Ils préfèrent des recueils, Ouais. des plus gros livres, des livres plus conséquents. Ouais. Et aujourd'hui, on a une ère, en fait, dans la culture, que ce soit la musique, que ce soit la littérature, où il faut sortir beaucoup de choses pour continuer pour continuer à intéresser les lecteurs, pour continuer, on va dire, à capter l'attention. C'est très difficile de capter l'attention et de faire comme moi, d'arriver ensuite, au bout de 3 ans, de dire « Ah, ça y est, je suis revenu. » Donc c'est très difficile, en fait, de récupérer ces lecteurs, etc., etc. Donc moi, j'ai de la chance, en fait, d'avoir des lecteurs assidus. J'ai de la chance, ensuite, d'avoir des contacts aussi assidus. Donc, et de faire interagir, de montrer un peu ce que je fais à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est difficile de faire ça. Il faut, en fait, avoir un contact plus fort avec le lecteur, car la concurrence est très rude. Enfin, concurrence,
que je n'estime pas la concurrence, parce qu'en fait je pense que pour moi on ne fait pas tous partie du même monde, donc en fait c'est plus comme des Ouais, collègues. ouais, c'est clair. Mais il y a un choix important, et je pense que pour ne pas se faire oublier, ou pour montrer en fait, etc., qu'on continue, pour partager certains projets, je pense qu'en fait parfois l'auto-édition ça peut être intéressant sur... moi je pense le faire peut-être un peu plus tard à travers certaines nouvelles. Parfois j'écris des nouvelles de 3 4 pages. Et à l'époque, les auteurs, ils le faisaient à travers le journal. Au 19e siècle, ils publient sur des journaux, sur des magazines, etc. Aujourd'hui, ça se fait presque plus, en fait. Donc, c'est ce que je trouve assez dommage. Et donc, du coup, l'auto-édition, je pense, ensuite, ça peut être assez intéressant. C'est-à-dire, voilà, Ouais. j'ai fait quelque chose cette année, j'ai envie de partager mon travail avec vous. Le lecteur est content, car du coup il a quand même quelque chose de son auteur favori en fait, pour lire dans le train par exemple, ou quoi que ce soit, donc pour l'accompagner dans sa vie quotidienne. Donc, Donc l'idée peut-être ça serait de trouver d'autres formats que tu pourrais mettre à disposition de manière plus régulière pour tes lecteurs. Exactement. Après, il y a des plateformes comme Wattpad, etc., etc. Mais Wattpad aussi incite à une régularité, c'est-à-dire tous les ans, enfin toutes les semaines, publier quelque chose sous forme de feuilleton, etc. Moi, c'est plus, ça serait plus des nouvelles, et je veux quelque chose, on va dire, d'assez irrégulier. Je veux partager des projets quand je les ai finis parfois. Autant j'aime présenter des choses abouties, autant parfois il y a des personnages qui ne veulent pas être creusés en fait. Ils disent, enfin il y a des personnages où j'adore, comme Stephen King en fait. Stephen King, même lui qui est un grand auteur qui se fait beaucoup éditer, etc. Parfois il passe justement 1 ou 2 soirées d'hiver à écrire quelque chose, et ensuite il le partage avec ses lecteurs. Et je trouve que c'est fascinant, parce que moi, combien de fois ça m'est arrivé, hop, une soirée, on est là sur la terrasse avec un bon verre de vin, et on se dit, on commence à écrire quelque chose, et à la fin de la soirée, hop, on a fini un projet, on a accompagné des personnages ensuite sur une petite étape, et point barre. Ensuite, on n'a pas envie de faire autre chose, c'était juste un moment en fait qu'on a envie de partager, un petit projet. Je pense que ça peut être très intéressant en fait. Pour moi, le top pour un écrivain, c'est de manier les deux. Autant l'édition, parce que l'édition te permettra de rester éternel, si on peut dire, avec les versions physiques, etc., etc. Parce qu'un livre, on sait qu'il a plusieurs vies. Si toi demain tu en as marre du livre, tu peux déjà le donner à quelqu'un d'autre en fait, dans les boîtes à livres, etc., etc. Donc c'est ça que je trouve fascinant. Et même ensuite à mes enfants, ensuite on le fait parvenir dans les bibliothèques, etc., etc. Donc c'est ça que je trouve assez sympa. Donc c'est quelque chose qui en papier va te survivre. Et ensuite maîtriser le numérique pour justement faire éditer ces petites nouvelles, ces petits projets qui sont arrivés de manière éphémère, mais tout aussi intéressant, je pense. Oui, alors toi, comment tu fais en fait pour le côté en fait, on va dire commercial de ton travail d'écrivain? Qu'est-ce que tu mets en place au quotidien comme petite routine sur les réseaux sociaux, comme petites actions? Qu'est-ce que tu fais par rapport à tout ça pour te faire connaître vraiment, tu vois, au niveau commercial? Beaucoup de Parce choses. on parle rarement de cette facette-là, mais c'est quand même hyper important. Oui. Aujourd'hui, la chose que je dis partout, en fait, tout le monde croit que auteur, on écrit un livre, on envoie la maison d'édition, et ciao. Et en fait, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, l'auteur, en fait, 2.0, comme ils m'appellent ensuite très souvent les journalistes, etc., c'est je fais presque tout. Parce que la meilleure personne pour parler de ton livre, c'est toi-même. Donc effectivement, il y a la maison d'édition qui va te soutenir, qui va faire ci, qui va faire ça. Mais aujourd'hui, on peut plus se permettre en fait juste d'écrire un livre, de l'envoyer à la maison d'édition et ciao. Non. Ou alors à la rigueur faire quelques dédicaces. Non, non, non. Maintenant, c'est les réseaux sociaux. Ensuite, c'est vraiment l'arme fatale. Ouais, donc toi, t'es vraiment concentré sur Instagram, Facebook. Totalement. 70% de mes ventes, c'est les réseaux sociaux. 70%. Pas tout le monde, 70%. Pourquoi? Parce que, en fait, ne serait-ce que... Mais juste une question, les gens, ils te contactent et ils te disent... Toi, tu leur envoies ton bouquin ou tu leur dis d'aller à la FNAC et comment la vente, elle se fait comment? Plusieurs moyens. Plusieurs moyens aussi. C'est pareil. Soit ils me suivent sur les réseaux sociaux. Donc alors si ce sont des Niçois par exemple, ils vont aller à la FNAC parce qu'ils savent que du coup le livre est en vente là, ou ils vont chez leur libraire préféré et donc ils vont le commander. Soit ils sont un peu plus loin,
Donc ils vont le commander par internet, donc Ouais. soit sur le site de ma maison d'édition, Ouais. soit sur un réseau qu'ils préfèrent comme Amazon, parce qu'ils connaissent très bien Amazon, donc du coup ça les rassure en fait, donc du coup ils vont commander par Amazon, Ok. par Mais ou juste une alors question, Amazon, c'est ta maison d'édition qui met le bouquin sur Amazon? Oui. Ou c'est toi qui t'en... Non, c'est ça, c'est la maison d'édition. Elle s'en occupe. Ça, c'est la maison d'édition qui s'en occupe. Ouais. Ensuite, soit sur le site de la Fnac, parce qu'ils connaissent aussi, soit ils le commandent directement dans les grandes enseignes. Donc, soit il est en rayon, soit ensuite en dédicace. Justement, avant d'arriver dans une dédicace, comme par exemple François Zir, ils vont le mettre en vente un mois en avance. Pour qu'ensuite, peut-être certains l'achètent en avance et viennent rencontrer l'auteur si le livre leur a plu. Donc, en fait, ça se fait de manière assez variée. Ouais. Mais le premier contact, ça va être très souvent par les réseaux sociaux. Donc des personnes, des amis, d'amis ou des choses comme ça, qui vont m'ajouter, qui vont découvrir ci, et comme en fait, ben forcément ils vont voir, je sais pas, moi je vais publier 3 4 publications par semaine qui vont parler de mon livre. Donc toi, Bah, tu vas créer des publications en parlant de je ton vais livre créer des publications 3-4 fois par semaine à peu près. 3 4 fois par semaine Ouais. environ. Et arrivé à un certain stade, en fait, et c'est ça la magie de la littérature, c'est qu'on peut faire la promotion de son livre indéfiniment. C'est pas comme un film, en fait un film sort au cinéma, tu peux faire la promotion pendant 3 mois et après tu peux plus rien faire. Nous avec un livre, on peut la faire encore pendant 10 ans, si je veux en fait faire la promotion du livre, donc ça c'est l'avantage. Je mets plein de publications par rapport à ça, etc. Et ensuite, ben, s'ils ont besoin d'une lecture de plage, comme ils ont vu pendant 3 mois en fait ok. mes publications, ben, ils vont penser automatiquement à mon livre. Et Et donc ça, c'est c'est là. vraiment un truc que j'ai remarqué, effectivement, je te coupe, mais c'est... En fait, avant de faire un achat, moi, ce que j'ai compris de moi, comment je fonctionne, un achat important ou moins important, en fait, tu as besoin d'en entendre parler régulièrement, de le voir, de le revoir. Exactement. Et en fait, ça fait son chemin dans sa tête. Et à un moment donné, tu passes à l'action. Mais souvent, on croit que la vente, elle se fait instantanément, mais en fait, c'est un processus où la personne, elle va voir... moi, je vois avec mes tableaux, les personnes... elles vont voir mon tableau et puis elles vont le revoir et puis elles vont le revoir passer sur ma page Facebook et puis à un moment donné elles vont venir vers moi, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut être, c'est hyper important ce côté faut être très connecté, très actif et connecté, ouais. Ce que je fais très souvent, c'est que je partage les petits messages que je reçois ensuite par rapport aux livres qui ont fini, etc. Je partage les photos des personnes quand elles me l'envoient. Je partage en fait je partage tout, enfin du moins presque tout, parfois j'ai pas le temps Et ensuite. tu partages des petits bouts de ton livre ou pas, des petits extraits comme ça? Oui, alors après j'ai pas le temps en fait de faire des publications très très poussées parfois, oui, je publie parfois des citations, comme ça en dit un peu plus. Ouais. Les personnages se dévoilent en fait directement, il y a un lien directement entre le personnage et les personnes. Je partage en fait surtout des photos de mes lecteurs avec le livre. Ça, Ok, je pense ouais. que et ça influence beaucoup. Ah, un tel il a acheté. Ah ouais, ok. Donc ça influence beaucoup. Ah, Et je savais même pas que mon pote il suivait un tel sur Instagram Ouais, et tout, hein, etc. On a mis en commun. Ah, il a même acheté. Mm. Ah oui, et ensuite, hop, le lendemain, hop, un tel à qui tu as jamais parlé, ensuite il va l'acheter aussi, etc. Et ça permet de nous rapprocher, ça nous fait. Ouais. Ça apporte du contact entre Ouais. humains et je trouve Ouais. que c'est quelque chose de bien parce qu'à l'ère du numérique où tout le monde est dans sa petite sphère, on est tous dans l'individuel. On a ensuite, lorsqu'on se rencontre, par exemple pour nous les Niçois, parfois on se connaît pas forcément, ou alors on se connaît de loin et ça nous fait un bon prétexte pour parler ensemble, je pense, et apprendre à se connaître. Ouais. Donc, de toute façon, la création, c'est un prétexte pour se rapprocher des gens. Hein. Oui. Pour partager, en fait. C'est un partager, donc que ce soit une épreuve qu'on a vécue, soit quelque chose de plus léger, ou voilà, et je trouve que quelqu'un qui est ouvert, en fait, dans un monde de plus en plus solitaire, surtout en ce moment avec le contexte actuel, avec les confinements, etc., je pense que il est intéressant de renforcer ces liens, et je pense que la culture est la réponse à cela. Parce que c'est vrai que la créativité est très importante. Aussi bien dans la vie personnelle, justement, mais même dans la vie de l'entreprise aujourd'hui, c'est une valeur ajoutée. On pense que la créativité aujourd'hui est mal vue dans les entreprises, alors qu'en fait pas du tout. Au contraire, c'est apporter, ça nous permet d'apporter un vent frais, en fait, avec des idées nouvelles. Et si on a de la chance d'avoir un patron ensuite qui
qui est à l'écoute et qui aime les choses, on va dire, novatrices, qui n'a pas peur de prendre des risques, en fait, des vraies personnes, des vrais leaders. Si on a la chance d'être accompagné de vrais leaders, je pense que ça peut effectivement apporter une valeur ajoutée à l'entreprise et lui permettre encore plus de monter les échelons. Vraiment l'importance de développer sa créativité. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose de beaucoup pensent que c'est pas, on bride parfois les adolescents dans leur créativité parce qu'on dit c'est pas ça qui va te ramener de l'argent, et je pense qu'au contraire en fait si, je pense que c'est ça au contraire qui peut te permettre de devenir un des leaders, au contraire. Donc je crois que c'est quelque chose qu'il faut stimuler, qu'il faut savoir stimuler et faire développer. Ouais. Donc je suis super contente à l'idée de lire ton livre. Tu vas faire la connaissance de Fabien et Loïc. Loïc, super. Donc un couple assez atypique. Mais justement c'est ce qui fait leur force, je pense. Donc, en plus j'ai l'impression que c'est un livre, excuse-moi, qui se lit assez vite. C'est sous forme de journal en fait, hein, c'est ça? Sous forme, voilà, il y a juste le premier chapitre, comme je l'avais écrit séparément à l'époque, où j'ai écrit d'un point de vue omniscient, si on peut dire, comme un roman. Et pour après les attentats, je trouvais qu'il était, et c'est ça qui m'a fait avoir un virage et qui m'a permis de revenir sur ce projet, c'est de l'écrire sous forme de journal intime, effectivement. Car pour capter le ressenti, les pensées des survivants, je me suis dit, on va pénétrer leur tête directement, on va voir ce qu'ils ressentent, et je pense que la meilleure façon, c'est de voir ce que les personnages pensent. Super. Merci beaucoup pour cette entretien. Merci à toi pour cette interview qui était très intéressante. Et vivement le prochain. Alors justement. Pas trop la pression. Oui. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que je suis sur plusieurs projets en même temps et je sais pas lequel va aboutir en premier. Donc ça sera la surprise. Ok, génial. Merci beaucoup. Contre toute attente.